c'est une des premières manifestations d'une mobilisation de nombreuses organisations de défense des droits, des organisations environnementales, des organisations de solidarité internationale, avec le statut association, avec des syndicats, d'autres types d'organisations. Et cette mobilisation, on a décidé de la démarrer à partir de maintenant, à partir de la présidence française, parce qu'effectivement, on a une responsabilité de société civile, comme accueillant des futurs G8 et G20, mais aussi comme la conscience que ça passera aussi par nous, si on veut espérer des changements. Les ONG, enfin nous ne nous considérons pas vraiment comme des ONG, mais enfin ça ne fait rien, nous sommes des associations, ne sont pas le gouvernement du monde. Et effectivement, nous avons des propositions à faire. Mais nous ne sommes pas le gouvernement du monde. Et en fait, les propositions que nous devons faire ne sont pas les propositions qu'un bon gouvernement du monde devrait mettre en œuvre. Nous savons que ce n'est pas ça, ce qui est en jeu aujourd'hui. Nous n'allons pas les convaincre de faire des politiques que nous considérons comme bonnes et qui seraient contraires à leurs intérêts. Donc, évidemment, nous ne sommes pas non plus là pour regarder passer les trains et pour considérer que, puisque nous ne sommes pas le gouvernement du monde, nous n'avons pas à nous intéresser à la question du gouvernement du monde. Alors, qu'est-ce que nous avons comme proposition et comment est-ce que nous pouvons déployer ces propositions? Bien, il y a plusieurs éléments que nous devons avoir en tête par rapport à ça. D'une part, nous avons une bataille idéologique et culturelle à mener. Parce que, finalement, le gouvernement du monde par les puissants tient, comme le disait Gramsci, par l'hégémonie culturelle, par le fait de persuader le monde de l'évidence de la manière dont le monde est conduit. Et nous devons dire non, ce n'est pas une évidence. Et nous avons marqué des points là-dessus. Le mouvement altermondialiste a marqué des points là-dessus. Les diagnostics de la crise, ou les propositions même qui sont discutées par le G20, que ce soit la taxe financière, que ce soit le contrôle du système financier, que ce soit les paradis fiscaux, ne sont pas des propositions qui sont issues du G20. Elles sont issues de nos mobilisations. Elles sont évidemment acceptées comme fond de plan, comme fond de l'air, mais elles ne sont pas mises en œuvre parce que ce n'est pas leur intérêt, évidemment. Mais il n'y en a pas d'autres. C'est là qu'il y a une question idéologique fondamentale. Il n'y a pas d'autres propositions qui sont faites aujourd'hui sur la question de la régulation mondiale que celles qui ont été déployées dans les mobilisations. Est-ce que nous sommes capables de les traduire ou de les obliger à les traduire en politique? Non, pour l'instant, nous ne le sommes pas vraiment. Dans certains endroits, parfois, il y a certains gouvernements qui sont un peu intéressés par ces propositions. Mais la vraie question est un peu la suivante, c'est que pourquoi les classes dominantes accepteraient de mettre en œuvre des mesures qui ne sont pas dans leur intérêt? Voilà. Eh bien, effectivement, il y a une idée, c'est que c'est parce qu'il risque d'y avoir une récession mondiale terrible. Mais franchement, je crois que les classes dominantes n'ont pas peur des récessions mondiales terribles. Si elles peuvent y tirer leur intérêt, elles n'en ont pas peur. Elles en ont peur si ça conduit à développer des mobilisations qui font que ça leur échappe, que la maîtrise, à un moment donné, leur échappe. Et donc, la question, c'est la question des mobilisations qui obligent les dirigeants du monde à considérer que la poursuite des politiques actuelles pourrait être dangereuse, trop dangereuse. Là, l'exemple de la période 1914-1945 est effectivement intéressant. Mais on voit bien que ce n'est pas évident. Et de ce point de vue, nous devons, en tant que mouvement altermondialiste, nous référer peut-être à l'expérience de Seattle. Si à Seattle, le mouvement a marqué des points, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation, mais c'est parce qu'il y a eu aussi des contradictions internes aux différents pays qui étaient à Seattle. Donc nous devons nous poser la question de mettre en avant nos mobilisations, je vais revenir là-dessus,
mais aussi de nous intéresser aux contradictions internes des classes dominantes, aux contradictions internes du capitalisme. Et actuellement, il y a des contradictions internes au capitalisme. Une des contradictions visibles, par exemple, c'est celle qui s'est développée au niveau de l'Assemblée des Nations Unies avec la commission Stiglitz, qui a fait un certain nombre de propositions de régulation, qui a été vite mise de côté par les autres, mais qui était réelle. Et pourquoi est-ce que cette commission est intéressée à ne pas uniquement tomber dans la reproduction du néolibéralisme? Parce que, et les paradis fiscaux sont au centre de cette question, un des grands dangers du capitalisme aujourd'hui, c'est la prédominance du capitalisme mafieux dans le monde. Exactement comme, à un moment donné, par exemple, aux États-Unis, eh bien, des mafias ont contrôlé, ou ont failli contrôler le capitalisme américain. Et qu'il a fallu, effectivement, une bataille militaire. Et donc Stiglitz, je me rappelle très bien, à Paris, un jour, il a dit « Nous ne pouvons pas libéraliser sans État, ou sinon nous aurons la voie russe et la mafia mondiale. » Et donc, effectivement, il s'est fait virer de la Banque mondiale. Et il a eu le prix Nobel aussi. Enfin bon, donc vous voyez, c'est compliqué. Mais donc ça montre qu'au sein du capitalisme, il y a un débat. Et donc ce débat nous intéresse. Nous devons pouvoir peser là-dessus. Alors comment nous pouvons peser là-dessus? Non pas en adoptant la ligne réformiste de refondation du capitalisme. Bon, Sarkozy qui dit n'importe quoi avait parlé un jour de refondation du capitalisme. Mais il y a des gens qui sont pour la refondation du capitalisme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mener, de montrer qu'il existe effectivement une proposition qui n'est pas celle de la régulation seulement. Et c'est ce que disait le Chana, je crois que c'est très important, c'est celle de la crise de civilisation. Donc, en tant que mouvement, nous devons avoir une proposition cohérente qui montre comment on va vers quelque chose qui n'est pas justement la refondation du capitalisme. Et effectivement, nous avons avancé là-dessus. Nous avons des propositions. C'est l'idée de l'égalité des droits. Nous voulons des politiques publiques qui développent l'égalité des droits. Ça, ce n'est pas effectivement compatible avec le capitalisme complètement. Ça peut l'être un peu avec certaines formes, comme on l'a vu avec les keynésianisme notamment. Mais ça n'est pas complètement. L'impératif écologique, l'impératif démocratique et le droit international. Voici un peu ce que nous disons. Et quand nous disons ça, vous savez, c'est déjà suffisant. Les gens comprennent que c'est contradictoire. Et que donc, il y a une proposition qui est portée par le mouvement. Donc, je pense que nous avons des propositions, effectivement, et ces propositions, elles ne sont viables, elles ne sont écoutables que si elles s'appuient sur des mobilisations. Et donc, je terminerai par ça, c'est la question des mobilisations par rapport au G8 et au G20. Eh bien, effectivement, ces mobilisations par rapport au G8 et au G20, nous avons la nécessité de démontrer que d'abord, c'est un choix de civilisation. C'est un choix de civilisation parce que c'est vrai que le choix aujourd'hui, je schématiserai, c'est xénophobie ou altermondialisme. On accepte la xénophobie et le racisme ou on veut construire un autre monde. Et donc ça, il faut qu'on comprenne que c'est ça la ligne de nos alliances. Pour ça, je crois que la vraie référence pour nous, ce n'est pas les sociétés civiles. Parce qu'on voit bien que les sociétés civiles, ça peut être la chambre de commerce, comme le disait Jean tout à l'heure. Non, le choix pour nous, c'est les mouvements sociaux et citoyens. Les mouvements sociaux et citoyens représentent justement la forme de la mobilisation. Et de ce point de vue, nous sommes très intéressés et nous sommes très attentifs et nous attendons énormément des mouvements sociaux des pays émergents. Ce sont les mouvements sociaux du Brésil, de l'Inde et des 30 autres pays émergents qui peuvent peser sur leur gouvernement pour accentuer la contradiction géopolitique et pour en faire en sorte que le G8 ne finisse pas par, finalement, passer alliance avec eux et les retourner complètement par rapport à la lutte anti-hégémonie. Et de ce point de vue, qu'est-ce que nous avons à dire? Nous avons à dire que, en tant que mouvement,
nous luttons immédiatement contre les plans d'austérité et pour l'emploi. Ça, je crois que c'est très très important. Et justement, parce que ceux qui veulent maintenir le capitalisme dans son état actuel, ils ont choisi cette voie des plans d'austérité. Ils ont expliqué que c'était contre les dettes publiques. Mais les dettes publiques, c'est justement ce qui a été créé pour lutter contre la crise financière et bancaire. Et donc, effectivement, ce n'est pas les dettes publiques qui sont à l'origine de la crise, au contraire. Et donc, nous avons à lutter contre les plans d'austérité et à développer partout des mouvements par rapport à ça. Et de ce point de vue, nous devons, je pense, peser sur les négociations. Par exemple, je pense qu'au niveau du Forum social mondial, nous avons la discussion actuellement qu'une des prochaines échéances du Forum social mondial, ce sera Rio +20. Merci Luciana d'être à Rio pour l'organiser. C'est effectivement très important de montrer comment peut se faire la convergence sur la question des mobilisations écologiques et des mobilisations sociales. Et puis, par rapport au G8 et au G20, nous avons un exemple. En France, en 1989, nous avons eu une très grande mobilisation contre le G8, qui avait été d'ailleurs invité par François Mitterrand à Versailles. Et nous avons organisé des manifestations très importantes. Il y a eu d'une part un sommet des 7 peuples parmi les plus pauvres, et puis il y a eu surtout une grande manifestation qui a convergé à la Bastille avec un slogan que nous avait donné, nous avait suggéré Renaud, le chanteur, et qui était « Dette, apartheid, colonie, ça ne suit pas comme si ». Et cette mobilisation, ça a été la première fois qu'il y a eu une convergence extrêmement forte entre le mouvement syndical, le mouvement paysan et l'ensemble des associations de solidarité internationale et des mouvements pour la défense des droits. Eh bien, je pense que la mobilisation que nous devons faire contre le G8 et le G20, ça doit être celle-là, c'est celle de la convergence entre les mouvements sociaux, syndicaux, paysans et autres, les mouvements qui luttent contre les discriminations et les mouvements de solidarité internationale.